Bienvenue au balado Vision. Dans ces capsules, nous aborderons différents sujets pour faciliter la transition vers le marché du travail. Développé pour et par les étudiantes et étudiants, le parcours Vision favorise l'acquisition de nombreuses compétences essentielles à la poursuite d'une carrière épanouie dans tous les milieux. Mon nom est Mélina, je suis étudiante au doctorat et je vais animer la capsule d'aujourd'hui qui portera sur son positionnement pour mieux cibler. Pour en parler, on reçoit Marie-Andrée Lévesque, qui est présidente et fondatrice de Caméléon RH. Caméléon RH conseille et aide les entreprises à devenir meilleures dans leurs activités de recrutement en offrant des services de recrutement pour leur apporter une clarté, de la vélocité et une tranquillité d'esprit. En parallèle, ils aident les chercheurs d'emploi à trouver des opportunités de carrière qui cadrent leurs valeurs et leurs objectifs professionnels et personnels. Bienvenue Marie-Andrée, merci de te joindre à nous. Merci Mélina pour l'invitation. Donc, pour débuter, peux-tu nous parler un peu des questions qu'on devrait poser à un futur employeur pour déterminer si la culture de l'entreprise correspond à nos valeurs? Tout à fait. Puis en fait, on va démystifier un peu l'entrevue juste dans le départ parce que beaucoup de candidats nous disent Ah, j'ai le droit de poser moi mes questions. Parce qu'en fait, une entrevue, c'est une relation à deux. L'employeur est là pour venir évaluer un candidat puis s'assurer en fait qu'il corresponde à ce qu'il recherche, mais le candidat est aussi là pour venir évaluer si l'entreprise fit exactement ce que lui recherche. Fait qu'il faut toujours voir l'entrevue comme étant une discussion et pas juste une discussion unidirectionnelle. OK? Donc, il faut poser des questions pour la culture d'entreprise pour s'assurer, en fait, est-ce qu'elle cadre avec qui je suis comme personne? Est-ce qu'elle cadre avec mes valeurs et tout? Donc, quelques questions, en fait, que vous pourriez poser pour avoir un peu plus d'informations à cet effet. Vous pouvez demander, en fait, au directeur, au recruteur, comment décriviez-vous, en fait, la culture de l'entreprise? Dans le fond, ce qu'on veut, c'est une perspective générale sur la culture de l'entreprise selon la perception de l'employeur. Parce qu'en fait, il y a des choses qui se disent dans la description du poste, il y a des choses qui se disent sur le site Web. Puis là, vous allez vouloir valider dans les yeux, dans le fond, que du recruteur, du directeur qui est présent, et peut-être des fois, il y a des employés ou des tech leads, en fait, des subject matter experts, des experts de sujet, en fait, qui vont être dans les entrevues, d'avoir leur perspective à eux de comment ils la décrivent, c'est toujours aussi intéressant. Demandez-leur c'est quoi les valeurs fondamentales de l'entreprise, encore une fois, pour voir si ça résonne avec vous, avec qui vous êtes. Comment les employés collaborent au sein de l'organisation? Est-ce que les gens travaillent plus en équipe, travaillent de façon plus individuelle, de façon plus matricielle, d'un département à l'autre? Ça peut être aussi une question sur comment l'entreprise soutient-il le développement professionnel de ses employés. Il y a des entreprises qui donnent beaucoup de budget à la formation, au développement professionnel. Et comme nouveau gradué, bien, ce que vous voulez, surtout en plus si vous voulez devenir un nouvel employé, c'est de s'assurer en fait que l'entreprise va vous accompagner dans le développement de votre carrière. Puis aussi, peut-être justement, vous octroyer des formations ou vous donner la possibilité d'aller suivre des cours sur des sujets particuliers. Fait que c'est toujours intéressant de voir est-ce que l'entreprise dispose de fonds justement pour développer ses employés, puis comment ça se fait? Est-ce que c'est des cours? Est-ce que c'est de la collaboration entre départements? Il y a plein de façons, en fait, de développer des gens, mais généralement, ça part vraiment de la culture de l'organisation. Aussi, le bien-être, poser des questions de quelle façon, c'est quoi les initiatives que vous mettez en place, en fait, pour favoriser le bien-être de vos gens, voir comment ils prennent soin de leurs employés, c'est quoi les activités qu'ils organisent à l'interne, à quel point ils vont favoriser justement le travail d'équipe, mais aussi la synergie d'équipe aussi. Donc ça, c'est intéressant. L'équilibre vie professionnelle, vie personnelle, ça vaut la peine de la demander, cette question-là. Donc, comment l'équilibre de vie professionnelle et personnelle est géré à l'interne. En fait, ça va vous permettre d'avoir une idée de c'est quoi le concret, c'est quoi la réalité. Des fois, on voit sur un emploi, c'est permanent, 40 heures semaine, 37,5 heures, mais la réalité, c'est quoi? Est-ce que c'est vraiment ça ou c'est plus de temps? Puis ils vont vous expliquer aussi peut-être comment ils gèrent le temps supplémentaire, les périodes de pointe également. Donc, ça va vous donner un peu plus une idée de, tu sais, quand il y a un rush dans l'organisation, bien, comment on y contribue, mais en même temps, quand moi, j'ai besoin de temps parce que j'ai des enjeux personnels, familiales ou peu importe, comment l'entreprise aussi me donne ce temps-là. Donc ça, c'est une question que souvent les gens oublient de mentionner, de poser, en fait, mais il ne faut pas avoir de gêne pour le poser, il faut vraiment se sentir à l'aise. Comment l'entreprise célèbre les réussites et les réalisations. C'est pas juste les grands succès qui doivent être mentionnés, mais autant les petits. Fait que, ça va vous donner une idée de c'est quoi leur vibe à l'interne, comment ils gèrent leurs employés, comment ils gèrent leurs équipes, comment ils célèbrent les succès. Fait que ça peut être intéressant aussi. Puis d'un département à l'autre, dans le fond, les réponses peuvent aussi varier. Fait que ça peut être intéressant que vous allez les chercher. Il y a des employés aussi ou des candidats qui veulent avoir un peu plus d'informations sur la politique en matière de diversité et inclusion.
Donc, n'hésitez pas à le demander. Comment les décisions sont prises au sein de l'organisation? Ça peut être une question à demander à un gestionnaire. Est-ce qu'il va inclure ses employés ou non dans la prise de décision ou dans les solutions apportées? Puis c'est quoi le style de gestion prédominant aussi dans l'entreprise? Fait que là, vous allez être assis devant un gestionnaire probablement ou peut-être un recruteur, mais si le gestionnaire n'est pas présent, demandez au recruteur avec quel genre de gestionnaire je vais travailler. C'est quoi son style de gestion? Parce qu'en fait, si c'est quelqu'un qui est très dans le micromanagement, puis vous n'aimez pas ça, bien, ça ne vaut pas la peine de continuer le processus, vous allez être malheureux dans ce rôle-là. Fait que ça, c'est vraiment des questions que la plupart des candidats n'osent pas poser parce qu'ils se sentent gênés. Tu sais, ils arrivent devant l'employeur, déjà que l'entrevue, c'est stressant, on va dire les choses. Hein. Tu sais, même moi, là, jusqu'avant, je passais des entrevues, j'étais super stressée. Donc, déjà que c'est un moment stressant, on se sent évalué, on doit performer. Puis on a peur de les poser, ces questions-là, bien pourtant, elles sont vraiment super importantes pour, après ça, qu'on puisse faire une bonne décision là, dans la prochaine opportunité. Ben oui, je dois avouer que moi, je voyais vraiment l'entrevue plus comme, je pense, un test quasiment, Oui, là. Alors, je trouve que c'est une bonne idée. Puis finalement, ça te permet de trouver un emploi qui te convient mieux, là. Alors, je pense que tout c'est à fait. plein de bons exemples de questions, là. Puis, tu sais, faut pas oublier que le marché, en ce moment, il y a une pénurie de main-d'œuvre. Contrairement à dans les années 80, là, où il y avait un poste, mais il y avait 250 candidats, on était dans un contexte qui était vraiment différent. Là, maintenant, on est dans un contexte qui est vraiment à l'avantage des candidats. Donc, tu sais, c'est autant l'entreprise qui se fait passer en entrevue et le gestionnaire que l'employé. Puis dis-toi que, tu sais, les gens choisissent davantage un gestionnaire parce que si tu as toute réponse à ces questions-là, puis ça va donner aussi les couleurs de l'individu que tu as devant toi, bien, ça va te permettre de voir ça me tente-tu de travailler avec ce gestionnaire-là. Ouais, Fait quand vous allez choisir, vous autres aussi. c'est super. Et pourquoi est-ce que c'est important de définir nos objectifs professionnels et personnels avant une recherche d'emploi? Bien, en fait, c'est important parce que des fois, on oublie de se poser ces questions-là. On finit notre programme, on a gradué, puis là, il faut aller à la recherche d'un emploi, puis on est nerveux. On a peur de ne pas trouver un emploi. Fait que ça devient une phase qui est quand même assez stressante pour les nouveaux gradués. Fait que moi, je suggère toujours, là, au cours de votre programme, de vous poser les questions, en fait, qu'est-ce qui m'intéresse? Qu'est-ce qui me tente? Puis qu'est-ce qui ne me tente pas? Fait que dans les différents, tu sais, le but, c'est pas de finir ton programme et d'avoir les réponses à toutes les questions, c'est impossible. OK? Il y a toujours des questions qui doivent être en suspens parce qu'en fait, on ne l'a pas expérimenté, on ne sait pas. Puis dans le fond, c'est des opportunités d'emploi qu'on va vivre qui vont nous permettre de valider ces questions-là. Mais à la base, je vais donner un exemple. Si tu es une personne qui est plus de recherche, puis tu aimes travailler sur de la recherche et développement dans un travail qui est plus isolé, individuel, bien, si tu appliques sur un poste qui est amené à collaborer avec plein de départements, des clients, des fournisseurs, bien, ça va être ultra stressant. Fait que c'est de définir qu'est-ce que moi j'aime concrètement comme type d'environnement de travail. Est-ce que j'aime les petites équipes, les grandes équipes? Est-ce que j'aime travailler seule? Est-ce que j'aime travailler en équipe? Est-ce que j'aime quand j'interagis avec un paquet de gens ou non? J'aime le travail plus analytique, j'aime le travail plus de terrain. Fait que juste de se poser ces questions-là va vous permettre de mettre justement dans la recherche d'emploi des postes de côté qui ne cadrent pas exactement ce que vous recherchez, puis de mettre en avant peut-être des postes qui cadrent un peu plus avec qui on est comme individu. Fait que ça, c'est super important d'avoir au moins une connaissance de soi pour être capable justement de faire cette recherche-là. Puis justement, je pense qu'avec nos projets de recherche, souvent, on va participer à d'autres projets, on va faire plein de choses. Alors, je pense qu'on a l'occasion de se poser ces questions-là. On le fait pas, mais je pense que c'est intéressant de le faire pour mieux se connaître finalement, Oui, dû à choisir un emploi, là. tout à fait. Et comment est-ce qu'on peut trouver notre purpose professionnel? Mais là, vous allez être posé les questions. Fait que là, déjà, en partant, vous allez avoir une idée de qu'est-ce que vous voulez. Fait que ça prend vraiment cet exercice d'auto-réflexion-là un petit peu plus approfondi pour avoir une meilleure idée de qu'est-ce que je cherche, qu'est-ce que je veux pas. Puis aussi, c'est de peut-être essayer, tu sais, des questions qui restent en suspens, mais c'est peut-être de vous donner l'opportunité d'essayer des trucs dans le cadre universitaire. J'en ai un exemple, quelqu'un qui est habitué à travailler seul, bien, va t'impliquer avec l'association ou va t'impliquer dans des événements de réseautage à l'université, voir si tu aimes ça, être en contact avec des gens. Si dès une fois que tu rentres, de toute façon, c'est stressant, des événements de réseautage, mais tu sais, déjà, si tu rentres puis tu es déjà traumatisé puis tu veux t'en aller, bien, des fois, c'est des indices. Tu sais, c'est des indices. Est-ce que j'aime ça, travailler en équipe? J'aime pas ça, travailler en équipe. C'est sûr que le travail d'équipe à l'université versus le travail d'équipe en entreprise, c'est différent, mais ça donne quand même une bonne idée. Fait que, tu sais, le but, c'est de faire cette auto-réflexion-là, de poser des questions peut-être à des gens que vous connaissez qui sont dans un milieu de travail similaire à lequel vous recherchez, à voir c'est quoi ton emploi.
contacter des gens sur LinkedIn. Moi, je me fais contacter régulièrement pour me dire, tu es entrepreneur, tu as ton entreprise, j'aimerais ça te parler, voir est-ce que c'est quelque chose qui correspond à ce que je cherche. Fait que peut-être aussi de contacter des gens, de dire, hey, j'aimerais ça un poste de scientifique dans une organisation, est-ce qu'on peut se parler, voir c'est quoi ton quotidien? Des fois, d'essayer de trouver des gens pour valider, ça peut être super intéressant, vous allez avoir du concret. Puis, on a une perspective avec, tu sais, en entreprise, bien, quand on fait notre auto-réflexion de c'est ce que je souhaite, mais la réalité aussi, tu comprends, c'est peut-être pas la même chose exactement. Fait qu'à ce moment-là, de valider, ça va vous permettre de répondre à ces questions-là. Et maintenant qu'on a déterminé notre why, alors c'est-à-dire nos objectifs personnels et professionnels, comment est-ce qu'on peut identifier des employeurs potentiels? Bien, dans le fond, justement, on connaît nos valeurs, on se connaît mieux, fait qu'on connaît nos valeurs, on connaît dans quel environnement de travail on aimerait travailler. Donc, si, par exemple, je suis une personne qui a besoin de plus de latitude, j'aime travailler dans des environnements qui ne sont pas super structurés, bien, peut-être la petite PME, la moyenne entreprise ou des entreprises qui offrent ce genre d'environnement de travail-là, ça peut être intéressant. Si j'ai besoin de structure, j'aime quand c'est clair, quand c'est défini, puis quand mon rôle est ultra clair, bien, les grandes organisations, ça peut être vraiment peut-être plus adapté pour moi. Fait que déjà, de savoir un peu ça, ça peut être intéressant. Les secteurs d'intérêt dans lesquels, tu sais, comme par exemple, je suis nutritionniste, c'est ce que tu fais actuellement, bien, où j'aimerais travailler? Est-ce que j'aimerais mieux travailler dans un contexte hospitalier, en clinique? Donc, c'est quoi les défis qui m'intéressent? Tu sais, quel type de clientèle avec laquelle je veux travailler ou dans quel type d'environnement de travail? Ça aussi, ça va vous permettre de savoir exactement mieux où aller chercher, puis peut-être de mettre de côté certaines entreprises, en fait, qui vous intéressent moins. La taille d'entreprise, on en a parlé. Puis essayer, encore une fois, d'aller valider ces perceptions-là au sein d'employés qui ont peut-être déjà travaillé là-bas, que vous connaissez aussi. Fait que, tu sais, déjà, d'avoir fait cette analyse approfondie-là et de vous poser ces questions-là, ça va vous permettre d'avoir une meilleure idée de votre purpose puis de où aller chercher votre emploi. OK. Et une fois qu'on a peut-être identifié des employeurs potentiels, sur quel type d'emploi on peut postuler? Est-ce qu'on doit avoir toutes les qualifications requises? Non, bien, c'est ça, en fait, parce que le marché de l'emploi actuellement, tu sais, on est dans une rareté de main-d'œuvre. Même si, en ce moment, aujourd'hui, on est en 2024, là, l'économie était un petit peu plus instable, il y a quand même un taux de chômage qui est super bas. Surtout dans la région, par exemple, du Québec, de la région de la Ville de Québec, c'est excessivement bas. Je pense que c'est 2,9 %. Fait que dites-vous qu'un employeur qui recrute un emploi actuellement, là, il n'y a personne qui applique sur son poste. OK? Donc, ce qu'il va faire, c'est qu'il va élargir, en fait, sur son affichage de poste, les requis qu'il va demander pour rechercher des candidats. Donc, on n'a pas besoin d'avoir exactement le profil recherché. On n'est pas aussi obligé d'aller vers des emplois qui sont des postes d'entrée. Donc, moi, ce que je vous suggère, c'est de dire, parfait, quelle entreprise m'intéresse, de regarder les postes qui sont affichés, regarder les postes ouverts, puis à regarder les requis. Est-ce que je cadre dans la plupart des requis? C'est pas 100 OK. C'est peut-être les principaux. Dites-vous que les doctorats ne sont pas tout le temps indiqués, en fait, sur l'affichage de poste. Ça peut être ils vont peut-être se limiter à des bacs, des maîtrises ou des bacs, juste parce qu'on part d'avoir vraiment personne qui applique ou de ne pas trouver, en fait, la personne recherchée. Donc, je pense qu'il faut vraiment regarder, est-ce que l'entreprise m'intéresse, est-ce que le rôle m'intéresse, est-ce que les tâches et responsabilités m'intéressent. Et c'est là, en fait, que je vous suggère d'appliquer. Donc, tu sais, pas juste des postes juniors, aller avec des gens avec un peu plus d'expérience, mais non plus, il ne faut pas penser que vous avez le poste d'appliquer sur un poste VP, à moins que vous l'avez fait dans votre carrière auparavant, puis là, vous êtes allé chercher un doctorat pour compléter. Mais il faut regarder aussi l'expérience qu'on a, mais il ne faut pas se limiter. Essayez. La pire chose qui va arriver, vous ne serez pas contacté, tout simplement. C'est vrai. Non. Puis sinon, comment est-ce qu'on peut laisser savoir à un employeur qu'on est intéressé? Oui, il y a plein de façons, en fait, parce qu'une fois que... Bien, en fait, il y a deux choses. Dans le fond, quand on dit « intéressé », c'est suite à une entrevue ou lors de l'application. Fait que dans le fond, si j'applique sur un emploi en ce moment, puis, tu sais, j'ai besoin, tu sais, j'ai pas eu de retour encore, ça vaut la peine d'essayer de trouver qui est la personne qui recrute. Souvent, dans l'affichage de poste, ça va être écrit « le poste relève de tel directeur ou telle directrice ». Donc, trouvez-le sur LinkedIn, envoyez un message, j'ai appliqué sur le poste, je suis intéressée, j'aimerais être considérée. Et sinon, d'aller voir les personnes en ressources humaines ou les recruteurs, de leur dire, j'ai appliqué sur le rôle, j'ai pas eu de nouvelles. Puis des fois, ils vont peut-être juste vous dire de l'information, gestionnaire est en vacances, tu sais, j'ai pas débuté, on n'a pas débuté le recrutement, vous allez avoir un peu plus d'informations sur le processus de recrutement. Ils répondent pas tout le temps, mais tu sais, ça vaut la peine d'essayer quand même d'aller chercher cette information. Fait que là, vous allez mettre de l'avant votre intérêt pour le rôle. En entrevue, par contre, parce que là, vous allez, mettons, si vous êtes contacté, vous passez une entrevue et le poste vous intéresse, dites-le.
ça vaut la peine de terminer l'entrevue avec ça. Et de toute façon, il y a toujours une période de questions, en fait, le candidat a toujours le droit à une période de questions. Donc, c'est de le dire, le poste m'intéresse vraiment pour telle raison, je suis vraiment motivée. Le poste m'intéresse pour telle tâche, tel projet. J'aimerais être considérée. Je pense que ça vaut la peine de le mentionner parce que ça crée de l'excitation des deux côtés. Fait que là, ah oui, il est super intéressé, là, c'est chouette. Puis là, des fois, ça accélère des processus. Puis, après, c'est peut-être d'envoyer un message par courriel ou sur LinkedIn, dire encore merci du temps accordé aujourd'hui. C'était vraiment sympathique de vous rencontrer. J'ai vraiment aimé l'entrevue pour telle raison. Fait que vous pouvez l'envoyer à toutes les personnes qui étaient présentes lors de l'entrevue, avec le gestionnaire, la personne des ressources humaines, le recruteur ou une autre personne. Donc, de le mentionner et de ne pas se gêner. Puis c'est toujours le fun. Moi, je suis recruteur de profession. Puis quand je reçois un message d'un candidat qui me dit « Hey, j'étais vraiment contente de te rencontrer », honnêtement, c'est pour ça que je me lève le matin. On est là pour rencontrer des gens puis connecter, donc c'est toujours agréable de le savoir. Puis des fois, c'est de dire « Ah, ben tu sais, j'ai pensé à toi ce week-end, j'ai peut-être un poste dans un autre département, puis ce sera peut-être pas maintenant, mais on se rappelle des gens qui sont reconnaissants dans le travail qu'on fait. Fait que ça vaut toujours la peine de le faire. Ah, c'est une bonne idée, je pense. Et bon, à la maîtrise, au doctorat, on va développer plusieurs compétences, mais c'est rare qu'on met vraiment des mots sur ces compétences-là. Alors, comment est-ce qu'on peut déterminer les compétences qui sont transférables? Donc, si vous appliquez dans une entreprise qui est un rôle non scientifique, le recruteur ou le gestionnaire va vouloir comprendre comment ce que vous avez appris s'apparente à ce qu'eux, ils font dans l'organisation. Fait que ça vaut la peine de regarder, de lire la description du poste correctement puis de faire des liens avec votre expertise. Donc, par exemple, dans le rôle, en fait, vous allez piloter un projet de recherche, vous allez piloter une équipe qui gère un projet. Bon, mais qu'est-ce que vous avez fait au doctorat ou à la maîtrise? Donc, c'est de dire, bon, bien, j'ai géré une équipe, j'ai fait de la coordination, j'ai géré une équipe, j'ai parlé avec des fournisseurs, je devais travailler avec d'autres départements. Donc, c'est faire des parallèles avec votre expérience que vous avez eue comme étudiant à ce que vous allez faire concrètement dans le travail. Par exemple, mon projet a bien été pour telle raison, ça n'a pas bien été pour X, Y raison. En fait, ce qu'on veut voir, c'est quand il y a un problème, qu'est-ce que tu fais? Comment tu réagis? Comment tu vas trouver des solutions? Fait que de faire ces liens-là, c'est super clé. Puis ça démontre, en fait, que vous comprenez ce que vous avez lu du rôle. Vous allez pouvoir poser des questions aussi pour clarifier si c'est des choses qui ne sont pas claires. Mais ça va vous permettre aussi de rendre transférables les compétences que vous avez apprises, même si le contexte est complètement différent. Parce que dans le cadre universitaire, c'est une chose. Dans le cadre d'entreprise, c'est une autre chose. Mais les compétences que vous avez développées en tant qu'étudiant dans votre cadre de recherche, c'est totalement transférable. Vous avez dû vous adapter, être autonome, communiquer, résoudre des problèmes, travailler avec des opinions différentes, avoir de l'impact, de l'influence. Donc, toutes ces compétences qui sont plus comportementales, mais c'est vraiment des mettre de l'avant. Fait que prenez le temps là, de prendre chacun de vos projets, de vous poser la question. Quand j'ai géré ce projet-là, c'était quoi mon objectif? Est-ce que j'avais des équipes avec qui travailler, des budgets? Qu'est-ce qui a bien été, qu'est-ce qui n'a pas bien été? Qu'est-ce que j'ai aimé de ce projet-là? Qu'est-ce que j'ai pas aimé de ce projet-là? Okay. Qu'est-ce que je ferais différent si j'aurais à le refaire? Ça va vous permettre de faire des liens avec des exemples concrets en entrevue. OK. Et comment présenter nos acquis académiques à un employeur afin de connecter ses expériences à un futur emploi? Alors, finalement, comment est-ce qu'on parle de notre projet de recherche en entrevue? Oui, mais ça prend de la préparation. C'est un peu ce que je disais tantôt. Je pense que j'ai overlappé sur ta question, en fait, c'est que faut que tu te prépares. Parce que si tu arrives non préparé à l'entrevue, honnêtement, tu ne sauras pas quoi répondre. Fait que là, le but, c'est de faire les parallèles entre ton projet académique puis le poste sur lequel tu appliques. Fait que passer en revue vos projets de recherche, identifier les compétences clés que vous avez dû mettre de l'avant. Puis, tu sais, sur l'affichage de poste, il y a les tâches, puis généralement, il y a les requis, puis il parle aussi des fois des compétences. Fait que faire les liens avec ce que vous avez fait, ça va vous permettre... En fait, dans la description de poste, généralement, il y a un paquet d'informations super pertinentes qui va vous permettre de dire comment je fais un lien avec mon projet passé. Puis, le but, c'est utiliser aussi un langage qui résonne avec la personne que vous rencontrez. C'est super clé. Fait que dans le fond, là, vous devez être capable de vulgariser ce que vous avez fait pour que ça soit facile à comprendre. Parce que des fois, les sujets de recherche sont super techniques. On y comprend... Tu sais, moi, je suis recruteur, je comprends rien. Donc, le but, c'est d'être capable de le vulgariser dans des mots qui résonnent avec la personne avec qui on parle. Puis en fait, ce que ça permet de démontrer, c'est que vous êtes capable de vous adapter, vous êtes capable d'expliquer dans des mots simples ce que vous avez fait. Puis vous allez être capable de travailler avec des équipes multidisciplinaires aussi qui n'ont pas nécessairement
toute la même expertise aussi. Fait que le but, c'est de faire ces liens-là. Puis aussi, faites des liens avec votre trajectoire professionnelle de où vous voulez aller. Dans le sens que si j'ai adoré la recherche pour X, Y raison, voici ce que je veux accomplir dans le monde professionnel, bien là, vous allez être capable de faire des liens puis démontrer, en fait, ça. Fait que cette préparation-là est super importante pour que vous ayez des exemples concrets, que vous soyez capable d'expliquer, puis vous soyez capable, justement, de mettre en valeur ces compétences-là que vous avez développées, même si ce n'est pas dans un emploi. C'est quand même de l'expérience que vous avez acquis là. OK. Et comment, finalement, se présenter et présenter ses expériences professionnelles et académiques à un futur employeur? Oui. Encore une fois, ça prend de la préparation. OK? Moi, je le dis tout le temps, là. Puis moi-même, je me préparais, là. J'allais en entrevue, puis, tu sais, aujourd'hui, on s'est préparé. Quand je faisais des entrevues en entreprise, je me préparais. Puis je me préparais vraiment beaucoup parce que je me disais, est-ce que, tu sais, pour moi, ça résonne, ce que j'ai fait? Est-ce que ça va résonner pour l'autre personne? Puis comment, en fait, c'est quoi le souvenir que j'ai le goût de laisser quand je vais quitter l'entrevue? C'est quoi l'impression que j'ai le goût de laisser? Fait que dans le fond, le but, c'est d'avoir lu le poste pour être capable de savoir exactement qu'est-ce qui vous motive de l'emploi. Ils vont toujours commencer l'entrevue en vous demandant pouvez-vous nous présenter en topo de 5 minutes de qui vous êtes? Mais allez le préparer, parce que des fois, on parle 5 minutes. Écoutez la question, il passe 5 minutes, c'est pas 22 minutes, OK? Ouais. Fait que là, dans le fond, il faut que ça soit court, il faut que ça soit concis, il faut que ça soit précis. Fait que comment je me présente en un court laps de temps? Puis après ça, l'intervieweur va aller plus dans le concret vers où il veut aller chercher l'information. Okay. Fait que ce petit cours introduction-là, c'est important. Vos motivations envers le poste sont clés. Il faut avoir préparé ça. Il faut savoir aussi pourquoi vous venez dans mon entreprise. Moi, je le pose tout le temps. Tu as vu Caméléon, par exemple. Mais pourquoi tu appliques chez Caméléon? Qu'est-ce qui t'intéresse? Que tu as fait de la recherche. Donc, tu as fait de la recherche sur le site Web, comprendre les produits, les services, les valeurs. Est-ce que aussi tu es allé faire des recherches sur LinkedIn pour identifier les gens qui ont travaillé? Fait que ça, c'est super clé, là, c'est super percutant. Là. Moi, j'ai fait une entrevue vendredi dernier. La candidate, elle avait un gestionnaire passé, puis dans l'entrevue, elle a dit « Ah, c'est telle dame, elle est contrôleur dans l'organisation. » Puis j'ai fait « Tu as vraiment fait des recherches. » C'est vraiment wow. Donc, tu sais, tout ce travail-là doit être super important. Puis après ça, c'est de dire « OK, fait que je me suis expliquée, je comprends mes motivations, je sais comment travailler. Quand je parle de mes projets et de mes réalisations, bien, il faut que je sois aussi capable de les expliquer clairement. » OK? Donc, ça vaut la peine d'être capable d'expliquer c'était quoi le but du projet, c'est quoi l'objectif souhaité, comment j'ai structuré mon projet, ça a été quoi les étapes que j'ai mis en place, avec quel système j'ai travaillé. Après ça, bien, qu'est-ce qui a bien été, qu'est-ce qui n'a pas bien été, puis qu'est-ce que je ferais différemment la prochaine fois. Fait que si vous faites ça, puis les compétences que j'ai développées, fait que faites ça pour chacun des blocs, ça va vous permettre d'alimenter justement la conversation tout au long de l'entrevue, puis d'avoir un impact, puis une discussion qui est percutante. La préparation, c'est vraiment la clé. Là, c'est la clé. Puis soyez authentiques. Tu sais, je veux dire, on est des humains qui vont travailler ensemble. Donc, tu sais, des fois, on voit les gens arriver, là, ils sont assis droits, ils bougent pas, ils respirent pas. Tu sais, là, ils veulent pas rire, ils sont super sérieux. Non, c'est quelqu'un qui est dans l'humour, rit, tu sais, décompressé. C'est facile à dire, je sais. Oui. Okay? Mais le but, c'est 3 grandes respirations, on décompresse. Puis si vous êtes super nerveux, dites-le. Tu sais, parce qu'en fait, ça va permettre aux autres devant vous de décompresser, de prendre un petit peu de recul puis de dire hey, « Attends, tu peux, ça serait ça, une entrevue. » Des fois, on l'oublie. Moi, je fais ça en longueur de journée. Mais des fois, j'oublie à quel point je peux être intimidante. Je sais pas, puis pourtant, je me pense pas intimidante, mais on peut avoir cette impression-là. Fait que, de dire « Ah, je suis vraiment contente d'être là, je suis vraiment nerveuse pour l'entrevue. » Probablement que les gens vont craquer une joke, ça va décompresser, la pression tombe. Puis, fait que, l'authenticité est clé. Donc, permettez-vous de poser des questions, avoir du plaisir dans l'entrevue, c'est ça le but. Et est-ce que LinkedIn est le meilleur endroit pour entrer en contact avec des employeurs potentiels? Bien, c'est une des places. En fait, parce que LinkedIn, c'est une des plateformes les plus utilisées encore en Amérique du Nord au niveau des réseaux professionnels. Je dirais que la plupart des gens sont là. Il y a des gens qui décident de ne pas être sur LinkedIn, puis ça, c'est un choix. Mais, les recruteurs sont là, souvent les directeurs sont là également. Fait que c'est une façon plus facile, moins intimidante que d'aller faire du réseautage. Fait que, LinkedIn, le réseautage, pour moi, c'est les deux options. Donc, dans le fond, oui, LinkedIn peut être une bonne place. Les gens sont habitués. C'est juste que les gens qui sont sur LinkedIn sont sollicités quand même beaucoup par des offres, les directeurs, par des offres de services, par des chasseurs de tête, par
des gens qui veulent avoir un peu plus d'opinion. Fait que des fois, le but, c'est, si vous n'avez pas de retour, soyez pas froissés, relancez, permettez-vous de relancer. Des fois, ça, c'est un média social, c'est pas tout le monde qui a son LinkedIn dans les mains quand il travaille puis qui le regarde. Donc, juste gardez ça en tête que s'ils vous reviennent pas, c'est pas un manque d'intérêt, c'est pas parce qu'ils sont impolis ou quoi que ce soit, c'est parce que dans leur day-to-day, ils n'ont pas eu le temps de vous répondre. Puis des fois, bien, on oublie notre fil de messages sur LinkedIn aussi. Mais c'est une place intéressante. Sinon, aussi, dépendamment, tu sais, les activités de réseautage, ça peut être intéressant dans votre secteur. Je pense que ça vaut la peine d'y aller puis de se faire voir puis de se faire connaître. C'est quand même intéressant aussi. OK. Et maintenant, si on parle un petit peu d'entrepreneuriat et de création d'entreprise, est-ce que c'est conseillé à un nouveau diplômé de créer sa propre entreprise s'il débute dans le monde professionnel? Oui, bien, la décision de créer son propre entreprise dépend, je pense que ça dépend de plusieurs facteurs. Il n'y a pas une réponse unique. Je pense que ça dépend de l'individu aussi. Est-ce qu'on a ce côté-là plus entrepreneur de dire, parfait, je pars, par exemple, ma clinique, je pars mon offre de consultation, par exemple. Est-ce que je vais être à l'aise d'aller faire du démarchage? Est-ce que je vais être à l'aise de solliciter? Quand on part son entreprise, faut pas oublier qu'il y a plusieurs chapeaux qui viennent avec ça. Tu as le chapeau comptabilité, technologie de l'information, vente et marketing aussi. Fait que généralement, quand on part seul ou peut-être avec une ou deux personnes, mais ça part jamais gros d'emblée, à moins que tu aies une méga subvention du gouvernement. Fait que, tu sais, il faut considérer que est-ce que ma passion, je vais être capable d'en vivre, mais est-ce que ça va me tenter temporairement, sur une période de court, moyen, long terme, dépendamment, de faire tous les autres chapeaux aussi. Fait que je pense qu'il faut se poser cette question-là. Est-ce que tu sais, toute la paperasse administrative, la comptabilité, la tenue de livre, il y a des gens qui peuvent t'aider, mais il y a quand même du travail qui doit être fait. Fait que je pense qu'il faut juste se poser la question, est-ce que ça me convient? Est-ce que je suis capable de vivre avec l'incertitude aussi? Parce que quand on débute notre entreprise, bien, les contrats ne sont pas à notre porte nécessairement d'emblée. Des fois, oui, des fois, non. Donc, est-ce que je pars comme consultant incorporé, puis là, je vais offrir mes services aux entreprises, ou j'ai le désir de vraiment bâtir une entreprise avec des employés? Fait qu'il y a deux options. Puis après, se dire, bien, il faut que j'aille cogner à des portes pour me faire valoir, me faire connaître. Est-ce que ça me plaît? Puis est-ce que je suis capable de vivre avec le fait que peut-être dans une période de temps, les revenus vont rentrer moins rapidement aussi, puis je vais devoir faire des tâches dans lesquelles peut-être c'est pas ma force, mais peut-être aller chercher des gens qui vont vous entourer pour le faire à ce moment-là. Fait que je pense qu'il y a pas... je pense pas qu'il y a une réponse unique à ça. Puis on le voit là, des nutritionnistes, des dentistes qui partent à leur clinique, des psychologues aussi. Moi, je pense que ça se fait. Faut juste regarder le modèle avec lequel on veut travailler. OK. Et est-ce que c'est possible de travailler de manière indépendante, comme consultant, par exemple, pour différentes entreprises? Et comment est-ce qu'on pourrait entamer ce projet-là? Bien, en fait, oui. Bien, tu sais, dans le fond, la consultation, c'est une autre fenêtre de l'entrepreneuriat, en fait. Moi, je pense qu'il est tout à fait possible de travailler comme consultant indépendant, surtout avec un diplôme de doctorat, parce que vous allez pouvoir aller offrir votre expertise à différents secteurs. Je pense qu'il faut évaluer dans quel domaine on a étudié, puis est-ce que c'est une offre qui s'offre à l'externe. Je pense qu'il y a une étude de marché à faire aussi. Quand on travaille comme indépendant, mais c'est s'incorporer ou s'enregistrer. Mais encore là, il faut être à l'aise de faire en sorte que des fois, les mandats vont être de courte durée. Tu sais, généralement, quand on offre un emploi temps plein permanent à un employé, c'est parce qu'on veut à long terme dans l'organisation. Quand une entreprise va avec un consultant, souvent, c'est parce qu'il a besoin d'avoir une expertise très nichée. Puis généralement, c'est un besoin qui dure peut-être court, moyen terme, dépendamment. Est-ce qu'on est à l'aise avec le fait que, tu sais, on va travailler avec plusieurs entreprises, plusieurs employeurs, mais je pense que pour certains, ça peut être une source de motivation de faire ça également. Fait que je pense qu'il ne faut pas se fermer. Tout à fait. Et qu'est-ce qu'on devrait considérer avant de créer notre propre entreprise? Bien, domaine d'expertise, c'est clé. Il faut s'assurer est-ce que notre domaine d'expertise est propice à offrir justement de bâtir une entreprise. On pense au domaine de la santé, il y a des secteurs, c'est plus facile que d'autres. Évaluer la demande sur le marché aussi. Est-ce qu'il y a une demande pour ce que je fais? Est-ce qu'il y a des entreprises qui vont vouloir m'embaucher comme fournisseur, en fait, ou partenaire pour offrir mes services? Fait que je pense que c'est toujours ça d'avoir en tête. Est-ce que ce que j'ai fait concrètement, il y a un besoin, il y a une demande dans le marché ou c'est plus des postes en entreprise? Fait que je pense qu'il y a ça. Puis après ça, bien, réaliser votre plan d'affaires, définir votre offre de service, votre marché cible, vos tarifs, les opportunités de marché, votre capacité financière. Je pense que là, ça va être important. Puis votre réseau. Encore une fois, quand on va dans un monde plus d'incorporer, travailleurs autonomes ou on va créer une entreprise, bien, c'est la capacité à développer notre network, notre réseau. OK. Ouais.
Bon, ben merci beaucoup, Ça fait Marie-André, plaisir. pour tous tes précieux conseils. Pour poursuivre la discussion, je vous invite à écouter la capsule Réalité du marché de l'emploi pour les étudiants au cycle supérieur sur le site web parcoursvision.ca. Merci d'avoir écouté. J'espère que cela vous a plu et on se revoit pour une prochaine capsule Vision.